Alerte de juillet-août 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte, numéro 7 de juillet-août 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites de la danse hongroise numéro 6 de Brahms. Commençons ce magazine par l'important projet de loi Pacte. Discuté au Parlement à partir de septembre 2018, le projet de loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, contient 70 articles. Parmi ceux-ci, 10 sont à connaître pour les appliquer à bon escient dès leur adoption définitive. Simplification des seuils applicables aux PME. Il y a actuellement 199 seuils d'effectifs différents répartis en 49 niveaux pour les PME. Le projet de loi Pacte va regrouper ces seuils sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés. Notez que le seuil de 20 salariés sera supprimé à l'exception du seuil d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, au ETH. Les seuils de 10, 25, 100, 150, 200 salariés seront également supprimés. Il y aura un délai de 5 ans pour répondre aux obligations inhérentes au franchissement d'un seuil et les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années consécutives. Enfin, le mode de calcul des effectifs sera harmonisé. Suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation. Le forfait social sera supprimé sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur la participation et l'abondement employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. Place de l'entreprise dans la société. L'article 1833 du Code civil sera modifié pour consacrer la notion jurisprudentielle d'intérêt social et affirmer la nécessité pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité. L'article 1835 du Code civil sera aussi modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une telle raison d'être dans leur statut. Création de son entreprise 100% en ligne à moindre coût. Les 7 réseaux de centres de formalité des entreprises seront remplacés par une plateforme en ligne unique dès 2021. La plateforme en ligne sera l'unique interface pour créer son entreprise, quelle que soit son activité et sa forme juridique. Les différents registres des entreprises, notamment les registres des métiers et du commerce et des sociétés, seront rapprochés afin d'éviter les coûts inutiles. Le stage de préparation à l'installation deviendra facultatif pour réduire les coûts de la création d'une entreprise artisanale. Hausse des seuils d'intervention des commissaires aux comptes. Les seuils d'audit légaux seront portés au niveau de la directive européenne, c'est-à-dire bilan 4 millions, chiffre d'affaires hors taxe 8 millions d'euros et effectif 50, quelle que soit la forme juridique de l'entité. Liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement professionnel permet l'effacement des dettes des entreprises sans salariés et détenant moins de 5 000 euros d'actifs. Le recours à cette procédure sera facilité pour favoriser le rebond des entrepreneurs. La liquidation judiciaire simplifiée deviendra la norme pour les petites et moyennes entreprises de moins de 5 salariés. Elle est plus courte que les procédures habituelles. Elle permet de clôturer une procédure dans un délai maximum de 6 à 9 mois
pour les entreprises qui n'emploient pas plus d'un salarié et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 euros, et de 12 à 15 mois pour celles réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros. Faciliter la transmission d'entreprise. Les conditions d'engagement et les obligations déclaratives pour bénéficier de l'avantage fiscal du pacte Dutreil seront simplifiées. Les transmissions d'entreprise aux salariés et le financement de la reprise des petites entreprises seront facilités. Les contraintes du crédit d'impôt rachat des entreprises par les salariés seront assouplies pour en faciliter le recours. Le dispositif de crédit vendeur sera encouragé grâce à un étalement des prélèvements sur les plus-values pour les petites entreprises. Portabilité des produits d'épargne retraite. L'épargne placée sera intégralement portable d'un produit à l'autre, s'adaptant ainsi au parcours professionnel actuel. L'épargnant aura le droit à une déduction sur ses revenus imposables pour chaque versement volontaire effectué dans les limites des plafonds existants. La sortie en capital sera autorisée pour l'épargne constituée de versements volontaires ou issue de l'épargne salariale. Les épargnants pourront aussi plus facilement changer de prestataire en cours de vie du produit. Soutien des PME à l'export. Un guichet unique de l'export sera créé dans chaque région et une plateforme numérique de solutions d'accompagnement sera mise en place pour mieux préparer les PME à l'international. Bpifrance sera l'unique interlocuteur public du financement des projets internationaux des entreprises françaises. Protection des entreprises stratégiques. La procédure d'autorisation préalable d'investissements étrangers en France sera renforcée et élargie afin de mieux protéger les secteurs stratégiques. Passons maintenant en revue l'actualité fiscale. Petites entreprises, le délai d'option pour le régime de l'auto-entrepreneur est raccourci. Dans le cadre de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'option pour le régime de l'auto-entrepreneur doit être effectuée au plus tard le 30 septembre au lieu du 31 décembre auparavant, de l'année qui précède celle au titre de laquelle elle est exercée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Holding animatrice. Réunie en formation plénière, le Conseil d'État a jugé que est animatrice de son groupe la société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de titres, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, et le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Une telle société holding doit, par suite, être regardée comme exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, et bénéficier des avantages fiscaux non négligeables attachés à cette qualification. Oui, et à ce propos, cette décision sécurise et précise la notion de holding animatrice qui intervient dans différents domaines de la fiscalité. Droit de mutation à titre gratuit, les pactes Dutreil, et impôt sur la fortune immobilière qui relève de la compétence de la Cour de cassation, et réduction d'impôts Madeleine et abattement dirigeant, pour lequel le Conseil d'État est compétent. Titre de participation ou de placement. Pour la Cour de Versailles, dans le cadre d'une augmentation de capital d'une filiale détenue à 100%, c'est à la date de l'acquisition des nouveaux titres
attribués à l'occasion de cette augmentation de capital, qu'il convient de se placer pour déterminer la nature comptable de ces nouveaux titres. La Cour a ainsi considéré que la société était fondée à se prévaloir de ce que le classement en titres de participation des premiers titres acquis en 2012 procédait d'une erreur comptable et non d'une décision de gestion. La société pouvait obtenir la rectification de cette erreur et donc la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2012 à hauteur de la différence entre le montant du bénéfice initialement déclaré et le montant corrigé pour tenir compte de la déduction de la provision sur les nouvelles actions acquises dans le cadre de l'augmentation de capital. Notez que la position retenue par la Cour de Versailles conduit à priver de portée la doctrine administrative publiée l'an dernier à l'occasion d'une actualisation de la partie du BOFIP relative au titre de participation. Plus-value professionnelle et cession d'une branche complète d'activité détenue moins de 5 ans. À retenir. Le régime d'exonération en fonction de la valeur des éléments cédés s'applique aux plus-values réalisées lors de la cession d'une branche complète d'activité détenue depuis moins de 5 ans, dès lors que l'activité est exercée par l'entreprise cédante depuis plus de 5 ans. Autrement dit, à la date de la transmission de la branche, l'activité doit avoir été exercée pendant 5 ans, mais dans le cas où l'activité a été exercée simultanément ou successivement dans plusieurs fonds, ceux-ci n'ont pas nécessairement à être détenus ou exploités pendant au moins 5 ans à cette date. En conséquence, la société cédante peut bénéficier du régime d'exonération alors même que le fonds cédé est exploité depuis moins de 5 ans, dès lors qu'à la date de la cession, elle exerce également la même activité dans un autre fonds depuis plus de 5 ans. Cette décision infirme donc la solution de la doctrine administrative selon laquelle, en cas de cession d'une branche complète d'activité, le délai de 5 ans court à compter de la date de création ou d'acquisition de la branche. Notez que cette solution, rendue pour le régime de l'article 238 quindecies du CGI, devrait également être applicable au régime d'exonération en fonction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'article 151 septies, et en cas de départ à la retraite, c'est-à-dire l'article 151 septies A, dès lors que la condition liée à la durée de l'activité est rédigée en termes quasi identiques dans tous ces textes légaux. TVA, abandon de créances. Vous savez que pour les prestations de services, la TVA est en principe exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Et doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la TVA. Pour autant, la remise volontaire par le créancier d'une dette n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier. Cela n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement. En conséquence, pour le Conseil d'État, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ses créances, dès lors que la taxe ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée. Droit d'enregistrement et paiement du dividende par remise d'un immeuble. La remise d'un immeuble en paiement du dividende ne constitue pas une cession à titre onéreux de l'immeuble. L'opération ne donne donc pas lieu au paiement des droits de mutation. Il n'en demeure pas moins qu'une telle opération n'échappe pas à toute fiscalité. En effet, l'attribution aux associés de produits en nature, tels que par exemple la remise d'un immeuble gratuitement ou à prix réduit,
constitue une distribution imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Contrôle fiscal, comptabilité informatisée. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'administration une copie des fichiers des écritures comptables, FEC, sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle. Dans ce cas, le contrôle informatique n'est pas limité aux éléments connectés au progiciel de comptabilité de la société, mais s'étend à tout ce réalisé sur un support informatique. Ainsi, et c'est important, le contrôle des caisses reliées à un logiciel informatique se rattache à la vérification de comptabilité informatisée, alors même que ce logiciel de caisse n'est pas lui-même connecté au progiciel de comptabilité. À ce sujet, la haute juridiction vient de juger que les données informatiques des caisses enregistreuses et des rampes de bar d'un bar-restaurant qui concourent à la centralisation journalière des recettes relèvent des comptabilités informatisées, alors même que ces données sont ensuite enregistrées manuellement dans un progiciel comptable. Téléprocédure. Vient d'être créé un téléservice permettant aux contribuables non représentés par un avocat devant le tribunal administratif de communiquer par voie électronique avec celui-ci. Voici l'actualité juridique du mois. Convention réglementée. La procédure des conventions réglementées n'est pas applicable à l'engagement de verser une indemnité de rupture à une personne avant qu'elle ne soit nommée membre du directoire d'une SA, sauf s'il s'agit d'une fraude dans le dessein d'échapper à la procédure des conventions réglementées par antidatage, etc. Mésentente durable entre associés égalitaires. La mésentente durable entre associés égalitaires d'une société n'autorise pas sa dissolution. Celle-ci ne peut intervenir que si les désaccords entre les associés égalitaires entraînent la paralysie du fonctionnement de la société. Par exemple, il n'y a pas de paralysie, même si les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante que les statuts accordent au gérant en cas de partage des voix. Décharge totale de la caution qui a souscrit un engagement disproportionné. Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Notez que la sanction du caractère manifestement disproportionné est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion. Garantie de passif. Le cédant de part sociale doit garantir l'acquéreur des conséquences d'un litige non provisionné dans les comptes si, contrairement au terme de la clause de garantie, il n'a pas constitué de provision. Peu importe que l'acquéreur ait eu ou non connaissance du litige. Par précaution, les parties ont intérêt à préciser si elles entendent exclure de la garantie le passif non inscrit au bilan ou non provisionné, mais dont l'acquéreur a néanmoins eu connaissance. La même précaution n'est pas inutile dans les déclarations de sincérité portant sur le bilan.
SARL, héritier non agréé d'un associé. L'héritier d'un associé dont la demande d'agrément a été refusée ne devient associé de la SARL qu'à l'expiration du délai dont bénéficie la société pour acheter les parts sociales dont il a hérité. Pendant cette période, le gérant peut convoquer une assemblée générale, notamment pour faire approuver sa rémunération. En effet, aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale lorsqu'une procédure d'agrément est pendante et il n'appartient pas à la société ou à son gérant de solliciter dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale. Cessation des paiements. Une société refuse sa mise en liquidation judiciaire en faisant valoir que, pour caractériser son état de cessation des paiements, les juges ont retenu comme passif exigible une créance du fisc dont le montant résulte d'une taxation d'office. Dans la mesure où cette créance fiscale n'est pas litigieuse, faute d'une contestation en cours devant le juge administratif après mise en recouvrement et rejet de la réclamation auprès du fisc, elle constitue un passif exigible qui doit être pris en compte pour apprécier si ce débiteur est en cessation des paiements. Paiement préférentiel d'une créance utile. Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant la sauvegarde ou le redressement judiciaire et pour les besoins du déroulement de cette procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, créance dite utile, bénéficient d'un paiement privilégié, paiement à leur échéance, ou à défaut, paiement par privilège à la plupart des créances. Ainsi, un entrepreneur principal qui a financé la période d'observation de son sous-traitant en réglant certains fournisseurs de ce dernier peut obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, malgré l'existence de créanciers de meilleur rang. À noter que ce sont les tribunaux qui définissent au cas par cas les créances utiles bénéficiant du traitement préférentiel. Liquidation judiciaire et direction de fait. Est dirigeant de fait d'une société de construction, son actionnaire majoritaire, qui est l'interlocuteur des prestataires de la société, notaire, expert comptable et liquidateur judiciaire, alors que le dirigeant de droit n'a qu'un rôle technique de conducteur de travaux, ne perçoit pas d'indemnité de gérance, mais une rémunération en tant qu'auto-entrepreneur pour le suivi des chantiers. Dans ces circonstances, comme l'actionnaire majoritaire dirigeant de fait avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société, qui s'élevait à 5 millions d'euros, une cour d'appel l'a condamné à combler cette insuffisance à hauteur de 3 millions d'euros. Contribution aux pertes d'une société en liquidation judiciaire. En cas de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est recevable à agir en contribution aux pertes sociales, à l'exclusion de toute autre personne, qu'il s'agisse de la société ou d'un associé. Le droit exclusif du liquidateur d'agir s'applique aux autres créances de la société à l'égard des associés, telle la créance correspondant au montant non libéré du capital social. Interdiction de gérer contre un dirigeant ayant omis de déclarer la cessation des paiements. Une info importante. Depuis la loi Macron de 2015, un dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'une interdiction de gérer
que s'il a sciemment omis de déposer le bilan dans les 45 jours suivant la cessation des paiements de la société, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Bon à savoir, pour la Cour de cassation, ce texte s'applique aux procédures en cours le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi Macron, et aux suivantes. Voici maintenant l'actualité sociale du mois. Épargne salariale des salariés travaillant à l'étranger. Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. La clause de cet accord excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est dès lors réputée non écrite. Prise en charge des cotisations ordinales. Pour la Cour de cassation, les cotisations dues par les salariés à un ordre professionnel n'ont pas à être remboursées par l'employeur au titre de la prise en charge des frais professionnels. Du coup, même si l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans un centre de rééducation, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur. Celui-ci n'est donc pas tenu de les prendre en charge. Clause de non-concurrence et clause de confidentialité. L'interdiction faite à un ex-salarié de déposer des brevets pendant 5 ans et d'utiliser ses connaissances acquises pour écrire et publier des articles n'est pas une obligation de non-concurrence donnant droit au paiement d'une contrepartie financière. Transaction rédigée en termes généraux. La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de confirmer sa jurisprudence rigoureuse. Une transaction rédigée en termes généraux interdit au salarié qui l'a signée de demander ensuite le versement d'une somme d'argent, par exemple une retraite supplémentaire. Indemnité de fin de CDD. Aucune disposition du Code du travail ne prévoit le mode de calcul de l'indemnité de fin de contrat, 10% de la rémunération totale brute, lorsque la rupture anticipée du CDD survient à l'initiative de l'employeur, en dehors de la faute grave du salarié, de son inaptitude physique ou de la force majeure. Pour la Cour de cassation, dans un tel cas, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. Salarié itinérant. Le temps de trajet domicile-client n'est pas rémunéré comme du travail effectif. Il n'est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail et il ne peut donner lieu qu'à contrepartie. Doit donc être débouté le salarié itinérant rémunéré selon un horaire fixe auquel s'ajoute un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels et qui demande à ce que le temps de trajet entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients soit considéré comme du temps de travail effectif. Accident de la circulation entre le lieu de mission et le domicile. Le salarié d'une société informatique est envoyé en mission chez un client
puis rentre à son domicile en moto. Au cours de ce parcours, il est victime d'un accident de la circulation. La CPAM considère qu'il s'agit d'un accident de trajet, mais elle refuse néanmoins de le prendre en charge à titre professionnel, car le parcours choisi dépasse de plus de 6 km le trajet le plus rapide. La Cour d'appel de Paris valide ce raisonnement, mais elle est retoquée par la Cour de cassation. Pour cette dernière, l'accident survenu au cours du déplacement entre le lieu de la mission et le domicile de la victime est présumé être un accident de travail et non un accident de trajet. En effet, selon une jurisprudence bien établie, tout accident pendant le temps de la mission est présumé être un accident du travail, peu important qu'il survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, ou sur le trajet entre le lieu de mission et l'entreprise ou le domicile du salarié. Cette présomption ne peut être écartée que s'il est établi que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dès lors, la longueur du trajet emprunté ne peut pas justifier un refus de prise en charge par la CPAM, et c'est à retenir. Responsabilité de l'employeur. Le gérant d'une société a été reconnu coupable d'infraction à de nombreuses dispositions en matière de travail à temps partiel. Pour contester sa condamnation, il soutenait notamment que la faute ayant été commise dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social de la société, elle n'était pas séparable de ses fonctions sociales et ne pouvait donc engager sa responsabilité personnelle. Contrairement à la chambre commerciale, qui reconnaît le principe de faute séparable des fonctions sociales, la chambre criminelle a toujours refusé de faire une place à ce type de faute. Dès lors, le dirigeant engage sa responsabilité civile à l'égard des salariés auxquels ces infractions ont porté préjudice. Responsabilité d'une société mère vis-à-vis des salariés d'une filiale. La Cour de cassation admet la possibilité pour des salariés d'engager une action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre d'une société qui n'est pas leur employeur si celle-ci a commis des manquements ayant contribué à la dégradation des résultats de leur employeur et au licenciement qu'ils ont subi. Ainsi, a été retenue la responsabilité d'une société mère et sa condamnation à payer aux salariés des dommages-intérêts pour perte de leur emploi dans les circonstances suivantes. La société mère avait fait contribuer sa filiale au groupe au-delà de ses moyens financiers. Elle avait transféré gratuitement une licence et garantie immobilière à une autre société du groupe et elle avait autorisé que des factures de cette filiale ne soient que partiellement acquittées par les autres sociétés du groupe. Un tel comportement fautif de la société mère, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe, qui consistait à faire primer son seul intérêt au détriment de sa filiale, a entraîné la liquidation judiciaire de la filiale. D'où la responsabilité de la société mère et sa condamnation à payer aux salariés de la filiale des dommages-intérêts pour perte de leur emploi. Notification d'un licenciement. Un employeur a notifié le licenciement d'un salarié par lettre recommandée, avec avis de réception, dans les délais requis, mais il a commis une erreur dans l'adresse du salarié portée sur le formulaire du recommandé et cette lettre lui a été retournée. Ne l'ayant pas reçue, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et sa demande a été acceptée en cassation puisque le salarié n'avait pas reçu la lettre de licenciement. Prononcé d'un licenciement sans délégation de pouvoir écrite. Est régulier le licenciement notifié aux salariés d'une filiale
par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités. En effet, le directeur général n'était pas une personne étrangère à la société employeur, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit. Mise au placard. Un employeur s'est soustrait à son obligation de fourniture de travail à l'un de ses salariés, ainsi mis au placard, et il a tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement économique. Dans cette situation, la gravité de ces manquements empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur. Délit d'abus de confiance. L'utilisation par des salariés de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur constitue le délit d'abus de confiance engageant leur responsabilité pénale. Une illustration. 2 salariés ont été reconnus coupables du délit d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance pour avoir sur le temps dans les locaux et avec les moyens et salaires fournis par leur employeur, exercé des activités, démarches et transactions non justifiées par l'intérêt de leur employeur et à qui elles ont été dissimulées. Restitution des sommes versées au titre d'une rupture conventionnelle annulée. Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention emporte obligation à restitution des sommes perçues par le salarié en exécution de cette convention. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons un excellent été et vous donnons rendez-vous en septembre prochain. À bientôt!